Salut à tous et bienvenue sur French Podcast, le rendez-vous où on décortique le français sans prise de tête. Je suis Charline, accompagnée comme toujours du très minutieux Emmanuel. Emmanuel, prêt à plonger dans les erreurs qui nous rendent la vie plus difficile ? Ah, totalement prêt. Enfin, aussi prêt qu'on peut l'être pour parler d'embarras linguistique. Et tu sais quoi, Charline ? J'ai carrément confondu sensible et sensitive lors d'un concours d'éloquence à la fac. Résultat, un jury qui pensait que je parlais de capteurs, pas d'émotion. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, j'aurais voulu disparaître. Mais justement, c'est ça qui fait qu'on progresse, les baffes linguistiques. Alors, question express à vous qui nous écoutez, en voiture ou au café. Quelle erreur de français vous effraie le plus ? On vous lira en direct la prochaine fois. Les fameux faux amis. Non, ce n'est pas juste un copain qui te trahit. C'est ces mots qui ressemblent à l'anglais, mais qui veulent tout autre chose. Par exemple, actually. Beaucoup pensent que ça signifie actuellement, alors que ça veut dire en fait. Oh attends, je vais t'avouer un truc. Premier séjour à Londres, j'ai demandé où était la librairie, alors que je voulais dire librairie. On m'a envoyé à la bibliothèque, du coup j'ai loupé la vente de bouquins. Ah ah, mais c'est hyper classique. Et le problème, c'est que parfois ça change totalement le sens de ta phrase. À l'oral, ça peut provoquer quiproquo. À l'écrit aussi. Et l'air de rien, se tromper de mots, ça te fait perdre confiance. Alors, méfiance. Bon, si on devait caricaturer, il y a deux écoles, je sais pas et je ne sais pas. Beaucoup oublient le ne, c'est presque devenu réflexe à l'oral. Tu sais, c'est comme les gens qui disent je vais au lieu de je vais. Ouais, sauf que, en examen, on te pardonne pas. Le ne compte double. J'ai eu des élèves qui perdaient des points pour ce petit mot, tout bête, mais essentiel. À la limite, à l'oral, on comprend. Mais à l'écrit, ça fait tout de suite moins sérieux. Et ça peut changer le style, tu trouves pas ? Alors, l'accord du participe passé, c'est le cauchemar absolu. Mais j'ai une astuce. Ma grand-mère disait « Avec être, t'accordes toujours. Avec avoir, t'accordes si le COD est avant. » Exemple par excellence, les pommes que j'ai mangées. Ah non, attends, c'est les pommes que j'ai mangées. Parce que pomme est avant manger. On se fait un mini-quiz ? Allez, question pour toi Emmanuel. Et les auditeurs aussi. Les lettres que j'ai reçues ou... Reçu. Facile. Mais je parie qu'il y en a qui écrivent sans ES à la fin. Petit clin d'œil à mon moi du collège. Un problème ? Ou une problème ? On se trompe souvent, hein ? Toujours un problème. Ma mamie disait « La solution est féminine, le problème est masculin ». Oui, c'est simpliste, mais ça m'a sauvé plus d'une fois. Et puis les articles définis et indéfinis, c'est la jungle. Savoir quand dire le, un, de là, des. Même à Paris, parfois j'hésite encore. Ah, alors là, j'espère que tout le monde est prêt. Ok, démonstration totale de clown, pain, teint, peine. Bon, on entend la différence ou pas ? Je me souviens avoir corrigé un pan prononcé pin devant une classe américaine. Ils avaient tous le fou rire, mais ils ont retenu l'astuce. La correction phonétique, franchement, vaut mieux s'y atteler tout de suite. Sinon, c'est comme désherber un bonsaï avec des gants de boxe. C'est pas optimal. Pastis. Passé composé, imparfait, tout le monde se mélange. Mais il y a un truc. Passé composé, c'est pour l'action ponctuelle. Imparfait, c'est cadre général ou habitude. Attends, je te fais ma version. Hier, j'ai mangé une pomme, action terminée. Mais quand j'étais petit, je mangeais des pommes tous les jours. Ah, imparfait. Pile ça. Et pourtant, on retrouve souvent l'erreur dans les devoirs. Comme si l'un pouvait remplacer l'autre. Alors celui-là, on confond tout le temps Y et en. Genre, j'y vais, c'est aller quelque part. Mais j'en veux, c'est du gâteau, par exemple. On improvise un petit jeu ? Emmanuel, je te dis une phrase, tu complètes avec Y ou EN. Tu penses à ton examen ? J'y pense. Facile. Tu croyais me piéger ? Bien joué. Et petit rappel, dans la négation, je n'y vais pas, on met le pronom avant le verbe. Les prépositions, ça me poursuit. On dit bien aller à Paris, mais aller en France. Y a pas d'exception ? Si, masculin, féminin, pluriel. Pour les pays féminins, en Allemagne, masculin commençant par une voyelle, en Iran. Les autres, au Brésil. C'est un vrai casse-tête. Et mes élèves, ils me demandent toujours pourquoi on dit aux États-Unis ? Ben, parce que c'est pluriel. Le français, logique étrange. Ouh là là, accent, c'est ma bête noire. Je m'en mêle entre et est. Regarde, j'écris préféré. Oups,
je voulais dire préféré. Tu vois, même les pros tombent dans le piège. Et parfois une faute d'accent, ça change tout. Cote et cote, ce n'est pas le même sens. Heureusement, il y a des applis qui corrigent les textes. Ou sinon, une bonne vieille relecture à voix haute. Traduire littéralement, c'est genre « je suis chaud » pour « I'm hot ». En français, ça fait bizarre. Ouais, il faut penser en français. Parfois, ça veut dire apprendre des expressions idiomatiques, comme avoir le cafard. C'est pas to have a cockroach, hein. Note pour tout le monde. Sortez du piège du mot à mot. Captez l'esprit, pas la lettre. Alors pour progresser, il n'y a pas de miracle. Il faut parler avec des natifs, enregistrer sa voix. Même si ça fait bizarre au début, c'est super utile. Je conseille toujours d'écouter des podcasts. Ouais, et de refaire les phrases à voix haute. Les applis de phonétique, ça aide à réentendre ses fautes. Tu trouves pas? Et côté compréhension orale, rien ne vaut d'écouter des chansons, des dialogues, juste laisser le français t'imprégner. Moi, j'adore bosser avec les vidéos sous-titrées. Tu fais le lien entre son et écrit. C'est archi puissant pour le cerveau. Et si vous pouvez, faites des échanges vidéo avec des natifs, même par appli, parce que le contexte, ça change tout. Pour l'écriture, faut pas viser la perfection directe. Commencez par écrire des mini-paragraphes. Relisez-vous et demandez à quelqu'un de corriger. Ou à une appli. Aujourd'hui, ça sauve des vies. Oui, surtout essayez d'utiliser des expressions typiques. Plus vous intégrez des tournures françaises, plus votre texte sonne vrai. D'ailleurs, pour le vocabulaire, notez des expressions, forcez-vous à les placer dans des phrases, genre chaque jour un idiome différent. Et reformulez, reformulez. Essayez de rendre français ce que vous dites dans votre langue. C'est super formateur. La fluidité, ça vient en parlant. Vraiment, faut pas avoir peur du ridicule. Et puis chanter des chansons françaises sous la douche, c'est mon astuce préférée. J'aime bien me comparer, tu sais, enregistrer et réécouter. C'est comme voir ses progrès à l'écrit, mes versions sonores. Pour écouter mieux, prenez l'habitude de varier les accents. Passez du québécois au belge, le cerveau s'adapte vite, c'est fou. Et il y a plein de vidéos sous-titrées. Là aussi, c'est génial pour faire le pont entre l'oral et l'écrit. Chaque jour, lancez-vous un challenge idiome, un nouveau, une phrase. Et amusez-vous à traduire des expressions locales dans l'autre sens. C'est souvent drôle. Et si vous pouvez aller dans un atelier, faites-le. On retient mieux avec les autres, en contexte. Pour gagner en confiance, rien ne vaut les conversations, même imparfaites. Plus vous parlez, moins le stress grimpe. Croyez-moi. Et enregistrement, se réécouter, repérer où ça bloque. Puis, célébrer ses progrès. C'est important aussi. Le secret? S'imprégner d'expressions. Essayez de les glisser dans vos discussions. Même si c'est maladroit au début, c'est le chemin normal. Ah oui, osez reformuler, tester des variantes et chercher la correction de vos interlocuteurs, c'est comme ça qu'on progresse. Au quotidien, testez-vous avec des natifs ou en ligne. Franchement, aujourd'hui, on trouve des partenaires sur toutes les applis. Parlez et osez faire des erreurs. Et puis, comparez-vous à des enregistrements modèles. Voyez ce qui cloche, puis corrigez petit à petit. Gardez toujours une nouvelle expression dans la poche pour la journée. Plus vous l'utilisez, plus elle rentre. Et transformez les phrases de tous les jours, prenez des formulations françaises. C'est là qu'on sent la différence. Un dernier conseil? Pratiquez tous les jours, même 3 minutes. Fixez-vous des défis simples. Par exemple, racontez votre journée à voix haute. Et en groupe, c'est mieux. On échange, on rigole, on progresse. Et petit truc, testez les applis de conversation virtuelle. C'est bluffant. Dernier point avant la conclusion. Lisez à voix haute, prenez la parole en public, même dans des clubs de conversation. Oubliez la peur du regard des autres. Analysez ce que vous écrivez avec des outils, corrigez-vous, relisez. Et puis, amusez-vous à découvrir de nouveaux textes. Voilà, les clés pour progresser, c'est de ne jamais s'arrêter d'apprendre et de rester curieux du français, chaque jour. On espère que ces conseils vous aideront à éviter les 10 pièges classiques et à vous sentir de plus en plus à l'aise. Merci Charline pour tous tes partages motivants. Merci à toi Emmanuel et merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour d'autres astuces et anecdotes sur French Podcast. À la prochaine. Allez, prenez soin de votre français. Salut tout le monde. Écoute la deuxième partie de Podcast Vous est-il français. déjà arrivé de sourciller un peu en entendant « au jour d'aujourd'hui Ah oui. » ou peut-être que prévoir d'avance, ça vous chicote? Tu sais, ces petites tournures, on les entend pas mal partout. C'est vrai. Des fois, on s'en rend même plus compte. Effectivement. Puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, là. Le français, c'est une langue magnifique, pleine de nuances, mais, faut le dire, elle nous tend aussi quelques pièges assez fréquents.
Ben justement, c'est pas mal ça le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va faire une petite exploration de ces choses trappes courantes de la langue française. On va commencer par ces fameux pléonasmes, oui, mais on va élargir un peu pour regarder d'autres défis, Oui, comme mettons certains accords ou des choix de mots qui nous donnent du trouble. exact. L'idée, c'est pas de faire un cours de grammaire super lourd, là. C'est plus de mettre en lumière certaines répétitions ou erreurs qui reviennent souvent pour aider à être plus précis puis aussi plus crédible quand on communique. C'est ça. Puis pour nourrir notre conversation, on a pigé dans différentes sources. Il y a un article de blog de Scribe qui liste un paquet de pléonasmes. Mhm. On a aussi regardé des guides comme Pour les nuls ou les 100 fautes les plus courantes, puis des ressources en ligne comme Merciap et le projet Voltaire aussi. Fait que notre mission, si on veut, c'est d'aider à mieux voir ces petites erreurs qui se glissent partout, à l'écrit comme à l'oral, puis de comprendre pourquoi, au fond, elles posent problème. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Les pléonasmes. On en a nommé quelques-uns, mais qu'est-ce qui définit vraiment un pléonasme? Le sens est déjà compris dans un autre mot de la même phrase. Le plus souvent, là, c'est une maladresse. Une répétition qu'on fait pas exprès puis qui alourdit un peu la phrase. L'exemple au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment une caricature. Exactement, c'est même un cas d'école. Parce que oui, en vieux français, ça voulait déjà dire ce jour. Ah oui? Oui, donc aujourd'hui, ça voulait dire au jour de ce jour. Si tu rajoutes au jour devant ça, ben c'est comme redoubler, tripler l'information. C'est fou de voir comment l'histoire de la langue nous éclaire là-dessus. D'autres exemples évidents qu'on trouve dans la liste scribée, ce serait, mettons, coopérer ensemble Ah oui, ou collaborer ensemble. tout à fait. Le préfixe co, il implique déjà l'idée de faire quelque chose avec ou ensemble. Fait que rajouter ensemble après, c'est superflu. C'est un peu comme dire monter en haut. Oui, ou descendre en bas. C'est ça. Le verbe dit déjà la direction. Puis des fois, c'est plus subtil. J'ai noté « s'avérer vrai ». Ça sonne correct au premier abord, non? Oui, puis c'est un piège assez courant. Le verbe s'avérer, ça veut déjà dire se révéler vrai ou exact. Ah, OK. Donc dire s'avérer vrai, c'est répéter l'idée de vérité. On devrait juste dire cela s'est avéré ou cela s'est révélé vrai. C'est pareil pour consensus commun. Un consensus, ben, par définition, c'est un accord commun. OK, d'accord. Fait qu'on chasse le superflu. Mais ce qui est intéressant, puis les commentaires sous l'article de Scribeil le montrent bien, c'est que la perception d'un pléonasme, c'est pas toujours unanime. Ça dépend du contexte, pas vrai? Absolument. Puis c'est là que ça devient nuancé, puis même passionnant. Prenons averse de pluie, souvent cité comme pléonasme. Oui. Mais plusieurs commentaires soulignent qu'il existe des averses de grêle, des averses de neige. Il y a même un intervenant du Québec qui fait remarquer qu'avec les changements climatiques, il peut pleuvoir en plein hiver, Ah ben oui. là où on attendrait de la neige. Fait que préciser de pluie, ça peut devenir utile pour être clair, pour lever une ambiguïté. C'est un excellent point. Le contexte, que ce soit le climat ou la géographie, ça change tout. Un autre exemple que fait Janzy, caserne militaire. L'article dit que c'est un pléonasme. Mais par les commentaires, on rappelle qu'il y a des casernes de pompiers. Exact. En France, mettons, les pompiers sont surtout civils, sauf à Paris et Marseille. Donc, distinguer une caserne militaire d'une caserne de pompiers, ça a du sens. Puis la perspective canadienne qui est mentionnée aussi est encore différente. Ici, on utilise moins le mot caserne pour les installations militaires. On parle plus de base ou de garnison. C'est ça. Puis les pompiers sont pas militaires. Donc, l'expression caserne militaire peut sonner redondante ou même un peu bizarre selon où on est. Ça montre bien que la langue, c'est pas juste des règles figées, là. Ça vit, ça s'adapte. Puis pour dresser les cheveux sur la tête, techniquement, c'est redondant, mais c'est tellement commun. Ben oui, c'est un cas typique d'expression figée. Même si c'est pas mal évident que nos cheveux sont sur notre tête, l'expression est tellement utilisée pour parler de la peur, de l'horreur, qu'elle est acceptée. Dire que c'est une faute, ce serait peut-être un peu puriste. Il y a même une hypothèse amusante dans les sources. Ah oui? Une possible confusion ancienne avec les chevaux qui se cabrent, d'où le besoin de préciser sur la tête. Fascinant. Donc, il faut faire la différence entre la redondance purement logique et l'usage qui valide certaines formes. La plupart des pléonasmes qu'on essaie d'éviter, c'est plus des tics de langage involontaires, c'est ça? Exactement. Tu as le pléonasme de style qu'un auteur peut utiliser consciemment pour insister, puis tu as le pléonasme fautif, celui qui vient d'une maladresse, d'une habitude. C'est surtout celui-là qu'on cherche à repérer pour alléger un peu puis clarifier notre discours. Compris. Bon, alors, si on dépense les répétitions, la langue française nous réserve d'autres pièges.
Explorons un peu d'autres zones de difficulté fréquentes. Par exemple, les accents. Le choix entre « et » et « est », ça donne parfois des maux de tête. OK, oui, c'est un classique. La règle générale à retenir, mettons, c'est que devant une syllabe qui contient un « e » muet, qu'on prononce pas ou peu, on met généralement un accent grave. « Est ». Comme dans collège, problème. Exact. J'espère. Mais il y a des exceptions, j'imagine. Sinon, ce serait pas drôle. Ben oui, évidemment. Les plus connus, c'est médecin et sécheresse. Ils gardent l'accent aigu et, même s'il y a un E muet après. Puis il y a aussi une règle simple. Pas d'accent si le E est suivi d'une consonne double. Ah oui, comme ennemi, belle, adresse. C'est ça. Puis un petit dernier pour la route. Féerique, ça vient de fée, mais ça prend juste un accent aigu sur le premier E, même si la prononciation pourrait nous jouer des tours. Bon à savoir. Passons à un autre défi, le pluriel des noms. C'est souvent là qu'on hésite. En effet, les règles de base, on les connaît. Un S pour la plupart des mots, mais les mots en AL, ça devient souvent os. Cheval, chevaux, journal, journaux. Exact. Sauf quelques rebelles comme bal, festival, carnaval, eux, ils prennent un S. Pour I, c'est plutôt eyes comme détail, détail, mais attention aux exceptions comme travail, Travaux, vitrail. vitraux, Exact. c'est ça. Puis les mots qui finissent par O, O, E. On voit encore parfois les pluriels d'origine, là, scénarii, sandwiches. Ça peut faire un peu précieux, mettons. OK. Puis juste un mot sur les noms composés, genre tire-bouchon ou coffre-fort. Sauf, ça c'est vaste. Mais la logique générale, c'est de regarder la nature des mots. Si c'est verbe plus nom, comme tire-bouchon, le verbe bouge pas. Des tire-bouchons. OK. Si c'est nom plus adjectif, comme coffre-fort, les deux s'accordent. Des coffres-forts. Pour nom plus nom, ça dépend du sens. Des choux-fleurs, mais des pauses café. Honnêtement, c'est un domaine où même les experts consultent le dictionnaire des fois. J'avoue. Bon, on ne peut pas faire cette exploration sans parler du mont Everest de la grammaire pour bien du monde, l'accord du participe passé. Oh, le fameux! Essayons de simplifier au max. Avec l'auxiliaire être, c'est simple. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Elle est partie, ils sont venus. Ça va. Jusqu'ici, ça va. C'est avec avoir que ça se gâte. Voilà. Avec avoir, le participe passé, il bouge pas. Sauf si le complément d'objet direct, le COD, là, la chose sur laquelle l'action porte, Oui. est placé avant le verbe. L'exemple classique, j'ai mangé la pomme, pas d'accord, Oui. mais la pomme que j'ai mangée, là, accord, parce que qui remplace la pomme est avant est mangé. Faut donc trouver ce COD puis voir où il est. OK. Puis les verbes avec se, les pronominaux, genre se laver. Ah! C'est là qu'ils ont un piège fréquent. Pour ces verbes-là, il faut aussi appliquer la règle de l'accord avec le COD placé avant. Le se peut être ce COD. Donc, elle s'est lavée. Le se représente elle-même. C'est le COD, il est avant le verbe, donc on accorde. Mais attention, elle s'est lavé les mains. Ici, le COD, c'est quoi? C'est les mains. Il est placé après le verbe. Le se, ici, il veut dire à elle-même. C'est un complément indirect. Donc, pas d'accord. Laver reste invariable. OK, ça demande une petite analyse de la phrase. C'est subtil en titi. Ça l'est. Puis, il y a d'autres subtilités, là, avec des verbes comme se plaire, se parler, se succéder. L'accord se fait généralement pas parce que le se est indirect. Ou le participe passé fait suivi d'un infinitif, comme les enfants que j'ai fait manger, qui reste invariable. Mais si on retient la règle de base avec avoir, puis le cas de elle s'est lavé les mains, on couvre déjà beaucoup de terrain. Très clair. Pour finir cette section sur les pièges, un petit mot sur les homophones. Ces mots qui sonnent pareil, mais s'écrivent pas pareil. A, ou, cesse. Ah oui, indispensable. C'est des sources d'erreurs super fréquentes à l'écrit. Pour a, le verbe avoir, et à, la préposition, l'astuce, c'est de remplacer par avait. Si la phrase marche, c'est a. Sinon, c'est a. Exemple. Il a du retard. Ça devient il avait du retard. Ça marche, donc c'est a. Mais je vais à Paris, on peut pas dire je vais avait Paris, donc c'est a. Simple et efficace. Puis pour ou et où. Ou sans accent, c'est le choix. On peut le remplacer par ou bien. Café ou thé. Café ou bien thé. Ça marche.
Ou, avec l'accent, ça indique le lieu ou le temps. On ne peut pas le remplacer par ou bien, l'endroit où je vis. Logique. Puis le trio infernal, c'est ou cesse. Pour C, qui montre quelque chose démonstratif, et C, qui appartient à quelqu'un possessif, on peut essayer de mettre au singulier. Ces livres deviendraient ce livre. Ces livres deviendraient son livre. Pour ce, démonstratif, et ce, pronom réfléchi devant un verbe, mais ce fait partie du verbe pronominal. Il se lève. On peut dire « je me lève ». Oui. On peut pas faire ça avec ce. Ce chien est beau. On peut pas dire « me chien est beau ». Parfait, ces trucs-là sont précieux. Bon, après avoir fait le tour de tous ces pièges, des pléonasmes aux homophones, on pourrait se dire, oh, est-ce que c'est si important que ça de maîtriser tout ça? Est-ce que quelques fautes, c'est vraiment si grave? C'est une excellente question, ça. Puis la réponse, si on se fie à nos sources comme Merciap ou le projet Voltaire, puis même à des études économiques, bien oui, ça a une importance non négligeable, surtout dans un contexte professionnel. Ah oui. Oui, un courriel, un rapport, un CV, même une publication sur LinkedIn, mettons, qui a des erreurs, ça peut vraiment affecter la crédibilité de la personne, puis par extension de son entreprise ou son organisation. Ça peut sembler un peu sévère, mais l'image qu'on projette, ça compte beaucoup, j'imagine. Exactement. Il y a une étude américaine qui était citée dans nos sources qui chiffrait même en milliards de dollars le coût annuel pour les entreprises juste à cause des lacunes en rédaction. En France aussi, l'Institut ISEAR a parlé de coûts cachés. Le temps perdu à corriger, les malentendus, l'impact sur l'image, c'est pas rien. Puis il y a aussi un aspect plus personnel, non? Le projet Voltaire soulignait que savoir qu'on a des lacunes, ça peut créer un manque d'assurance. On hésite à prendre la parole, à écrire. Tout à fait, mais l'objectif, c'est pas de créer de l'anxiété, là. Les approches modernes pour s'améliorer sont pas mal plus constructives. Une suggestion qui revient souvent, chez Merciap par exemple, c'est juste de lire régulièrement, lire des textes de qualité. Sans même s'en rendre compte, l'œil s'habitue aux bonnes formes, on développe comme une intuition. Puis les outils techno comme les correcteurs intégrés ou les assistants d'écriture intelligents, ça peut aider? Des alliés? Absolument. Ils sont super utiles pour repérer les erreurs sur le coup, dans le feu de l'action, mais leur vraie valeur pédagogique, c'est quand ils font pas juste corriger, mais qu'ils expliquent pourquoi c'est une faute. Ah, le pourquoi. Oui, comprendre la logique derrière la règle, c'est ça la clé pour arrêter de faire l'erreur. Faut utiliser ces outils comme des tuteurs, pas juste comme des béquilles. C'est ça la bonne approche. C'est bien noté. Donc, pour résumer un peu notre discussion, on a vu que le français, ça regorge de subtilité. On a décortiqué les pléonasmes, puis on a vu que c'est pas toujours noir ou blanc avec les nuances du contexte. On a ensuite survolé quelques points sensibles. Les accents, les pluriels, le fameux accord du participe passé en simplifiant, puis les homophones. Puis on a fini sur l'importance de viser la justesse linguistique pour être clair puis crédible, en suggérant des pistes pour s'améliorer de façon positive. C'est une excellente synthèse. Puis ça nous laisse peut-être avec une pensée pour la suite. On parle souvent de la complexité du français, de ses règles, de ses exceptions. C'est vrai. Mais si on voyait cette complexité pas juste comme un fardeau, mais comme une richesse? Intéressant. Comme une boîte à outils super précise qui nous permet d'exprimer des nuances fines, d'affiner notre pensée. Finalement, qu'est-ce que ces pièges, entre guillemets, nous apprennent sur la logique interne? Peut-être même la beauté de cette langue qu'on partage. Ou encore, à l'heure d'Internet puis de l'évolution rapide des usages, comment on fait la part des choses entre une faute à corriger puis une évolution légitime de la langue? Vaste question.